Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. Alors, je vais tout de suite commencer la lecture de Frankenstein. J'en suis au livre 4. Je vous dis à tout à l'heure et merci beaucoup pour votre écoute. Voilà. Merci beaucoup. Lettre 4 à Madame Savy, en Angleterre, 5 août 1700. Nous venons d'être témoins d'un événement si étrange que je ne puis m'empêcher de vous en faire part. Quoiqu'il soit très probable que vous me voyiez avant que ce journal ne puisse vous parvenir. Lundi dernier, 31 juillet, nous étions presque renfermés par la glace qui entourait le vaisseau de tous côtés et lui laissait à peine un espace dans lequel il flottait, un brouillard épais dont nous étions enveloppés rendait notre situation assez dangereuse. Nous n'eûmes rien de mieux à faire que rester en place jusqu'à ce qu'il y eût un changement dans l'atmosphère et le temps. Vers 2 heures, le brouillard se dissipa et nous vîmes flotter de toutes parts des îles de glace immenses et irrégulières qui paraissaient n'avoir pas de bornes. Quelques-uns de mes compagnons se lamentaient et mon esprit commençait à être agité d'inquiètes pensées lorsque tout à coup notre attention fut attirée par un objet singulier qui fit diversion à l'inquiétude que nous inspirait notre situation. Nous vîmes un chariot bas, fixé sur un traîneau et tiré par des chiens, passer au nord à la distance d'un demi-mille. Un être qui avait la forme d'un homme, mais qui paraissait d'une stature gigantesque, était assis dans le traîneau et guidait les chiens. Nous observâmes avec nos télescopes la rapidité de la course du voyageur jusqu'à ce qu'il fût perdu au loin parmi les inégalités de la glace. Cette vue excita parmi nous un étonnement dont nous ne pûmes nous rendre compte. Nous pensions être éloignés de terre de plusieurs centaines de milles, mais cette apparition sembla prouver que la distance n'était réellement pas aussi grande que nous avions pu le croire. Cependant, cernés par la glace, il nous fut impossible de suivre la trace de ce que nous avions observé avec la plus grande attention. Environ 2 heures après cette rencontre, nous entendîmes le craquement de la mer. Avant la nuit, la glace se rompit et débarrassa notre vaisseau. Néanmoins, nous restâmes en place jusqu'au matin dans la crainte de choquer, dans l'obscurité, contre ces grandes masses détachées qui flottent de tous côtés après la rupture de la glace. Je profitais de ce moment pour me reposer pendant quelques heures. Dans la matinée, cependant, dès qu'il fut jour, je montai sur le pont et trouvai tous les matelots rassemblés d'un seul côté du vaisseau, et ayant l'air de parler à quelqu'un qui était dans la mer. En effet, un traîneau semblable à celui que nous avions vu auparavant s'était dirigé vers nous. Pendant la nuit, sur un large morceau de glace, il était conduit par un seul chien en vie et portait un homme auquel les matelots tâchaient de persuader d'entrer dans le bâtiment. Ce n'était pas, comme l'autre voyageur le paraissait, un habitant sauvage de quelque île inconnue, mais un Européen. Lorsque je parus sur le pont, le contremaître lui dit « Voici notre capitaine, il ne vous laissera pas périr au milieu de la mer. » En me voyant, l'étranger m'adressa la parole en anglais, quoique avec un accent étranger. « Avant que j'entre à bord de votre bâtiment, dit-il, voulez-vous avoir la bonté de m'informer de quel côté vous vous dirigez ? » Vous devez concevoir mon étonnement de m'entendre adresser une semblable question par un homme qui était sur le bord de l'abîme et à qui mon vaisseau devait paraître un bien plus précieux que tous ceux dont on puisse jouir sur la terre.
Je répondis cependant que nous faisions un voyage de découverte vers le pôle Nord. Il parut alors satisfait et consentit à venir à bord. Bon Dieu, Marguerite, si vous aviez vu l'homme qui capitulait ainsi pour son salut, vous n'auriez pu revenir de votre surprise. Ses membres étaient presque gelés et son corps horriblement amaigri par la fatigue et la souffrance. Je n'ai jamais vu d'homme dans un état aussi pitoyable. Nous essayâmes de le porter dans la chambre, mais dès qu'il eut quitté le grand air, il s'évanouit. Nous le reportâmes donc sur le pont et le rendîmes à la vie en le frottant d'eau de vie et en le forçant d'en avaler un peu. Dès qu'il revint à lui, nous eûmes soin de l'envelopper dans des couvertures et de le placer auprès de la cheminée, du poêle de la cuisine. Il reprit lentement connaissance et mangea une petite soupe qui le restaura merveilleusement. 2 jours se passèrent ainsi sans qu'il fût capable de parler. Je craignais souvent que ses souffrances ne l'eussent privé de la raison. Lorsqu'il fut un peu rétabli, je le mis dans ma chambre et j'eus pour lui autant de soin que mes devoirs purent me le permettre. Je n'ai jamais vu un être plus intéressant. Ses yeux ont ordinairement une expression de fureur et même de folie, mais dans certains moments, quand on a une attention pour lui ou qu'on lui rend le plus léger service, toute sa figure est adoucie et sa physionomie respire un sentiment de bienveillance et de douceur telle que je n'ai jamais vu. Il est ordinairement plongé dans la mélancolie et le désespoir. Quelquefois même il grince des dents comme s'il n'était plus capable de supporter le poids des malheurs qui l'accablent. Lorsque mon hôte fut un peu rétabli, j'eus beaucoup de peine à éloigner ceux qui voulaient lui faire une foule de questions, car je ne voulais pas le laisser tourmenter par leur inutile curiosité. Dans un état de corps et d'âme dont l'amélioration dépendait évidemment d'un anti-repos. Une seule fois, cependant, le lieutenant lui demanda pourquoi il était venu si loin sur la glace dans un équipage si singulier. Sa figure prit aussitôt l'expression du plus profond chagrin, et il répliqua afin de poursuivre quelqu'un qui me fuyait. Et l'homme que vous poursuiviez, voyageait-il de la même manière? Oui, dit-il. Alors je crois que nous l'avons vu, car la veille du jour où nous vous avons rencontré, nous avions aperçu quelques chiens tirant à travers la glace un traîneau dans lequel était un homme. Ce peu de mots éveilla l'attention de l'étranger. Il fit une multitude de questions pour savoir la route qu'avait tenue le démon. C'est ainsi qu'il l'appelait. Bientôt après, lorsqu'il fut seul avec moi, il me dit « J'ai sans doute excité votre curiosité, aussi bien que celle de ces braves gens, mais vous êtes trop délicat pour me faire des questions. » Certainement, il serait très indiscret et très inhumain de ma part de vous faire de la peine pour satisfaire ma curiosité personnelle. Et cependant, vous m'avez tiré d'une position étrange et dangereuse. Vous m'avez généreusement rendu à la vie. Ensuite, il me demanda si je croyais que la rupture de la glace eût anéanti l'autre traîneau. Je lui dis que je ne saurais répondre avec certitude, car la glace ne s'était guère brisée avant minuit. Le voyageur pouvait être arrivé avant ce temps en lieu de sûreté, mais que je n'en pouvais juger. Depuis ce temps, l'étranger paraissait très empressé à être sur le pont pour épier le traîneau qu'on avait vu auparavant, mais je l'ai engagé à rester dans la chambre, car elle est beaucoup trop faible pour soutenir la rigueur de l'atmosphère. J'ai promis que l'on observerait pour lui et qu'il serait averti sur le champ si quelque nouvel objet s'offrait à la vue. Voilà mon journal jusqu'aujourd'hui sur ce qui a rapport à notre étrange rencontre. L'étranger a insensiblement recouvré la santé, mais il est très silencieux et paraît embarrassé lorsqu'un autre que moi entre dans sa chambre. Cependant,
Ses manières sont si engageantes et si douces que les matelots s'intéressent tous à son sort, quoiqu'ils aient eu très peu de communication avec lui. Pour moi, je commence à l'aimer comme un frère, et son chagrin profond et continuel m'attire vers lui et m'inspire de la compassion. Il faut qu'il ait été un homme bien remarquable dans des jours plus heureux pour lui, puisque dans le malheur, il est encore si attrayant et si aimable. Je disais dans une de mes lettres, ma chère Marguerite, que je ne trouverais pas d'amis sur le vaste océan, et pourtant j'ai trouvé un homme que mon cœur aurait été heureux d'aimer comme un frère avant que son âme eût été brisée par le malheur. Je continuerai de temps en temps mon journal sur cet étranger, si j'ai quelque chose de nouveau à vous apprendre. 13 août 1700. Mon affection pour mon hôte augmente de jour en jour. Il excite du moins mon admiration et ma pitié d'une manière étonnante. Comment pourrais-je voir un être aussi noble abîmé par le malheur sans éprouver la plus vive douleur? Il est si doux et si sage à la fois. Son esprit est si cultivé, et lorsqu'il parle, ses paroles, quoique choisies avec l'art le plus délicat, coulent avec une rapidité et une éloquence incomparables. Il est maintenant très bien rétabli et il se tient continuellement sur le pont pour épier sans doute le traîneau qui a précédé le sien. Cependant, quelque malheureux qu'il soit, il n'est pas si entièrement occupé de sa propre infortune qu'il ne s'intéresse vivement aux occupations des autres. Il m'a fait beaucoup de questions sur mon projet et je lui ai raconté franchement ma petite histoire. Il a paru charmé de la confidence et a fait sur mon plan plusieurs observations dont je pourrais faire mon profit. Il n'y a pas de pédanterie dans ses manières et tout ce qu'il fait semble ne provenir que de l'intérêt qu'il prend naturellement au bien-être de ceux qui l'entourent. Il est souvent abattu par le chagrin et alors il s'observe beaucoup et cherche à chasser tout ce qu'il y a de sombre ou d'insociable dans son humeur. Ses paroxysmes fuient devant lui comme un nuage devant le soleil, quoique sa tristesse ne l'abandonne jamais. J'ai tâché de gagner sa confiance, et je crois y avoir réussi. Je lui parlais un jour du désir que j'avais de trouver un ami qui pût sympathiser avec moi et me diriger de ses conseils. Je lui dis que je n'appartenais pas à cette classe d'hommes qui s'offensent d'un avis. Je n'ai reçu qu'une demi-éducation et je ne puis avoir assez de confiance en mes propres moyens. Je désire donc que mon compagnon soit plus sage et plus expérimenté que moi, afin de m'affermir et de me soutenir. Je n'ai pas cru qu'il fût impossible de trouver un véritable ami. Je conviens avec vous, répliqua l'étranger, que l'amitié est non seulement un bien désirable, mais possible. J'eus autrefois un ami dont l'âme était la plus noble qui fût sous le ciel. Il m'est donc permis de juger de la véritable amitié. Vous avez l'espérance et le monde devant vous. Ne désespérez de rien. Mais moi, j'ai tout perdu et je ne puis recommencer une nouvelle vie. En disant ces paroles, sa figure prit l'expression d'un chagrin calme et profond qui me toucha le cœur. Il se tut et se retira bientôt dans sa chambre. Malgré l'abattement de son esprit, personne ne peut jouir plus vivement que lui des beautés de la nature. Un ciel étoilé, la mer et toutes les vues que présentent ces régions étonnantes semblent encore avoir le pouvoir d'élever son âme au-dessus de la terre. Un tel homme a une double existence. Il peut supporter le malheur et être accablé par les revers. Quand il est rentré en lui-même, on dirait d'un esprit céleste, entouré d'un nuage au travers duquel le chagrin ou la folie ne peuvent pénétrer. Si vous riez de l'enthousiasme avec lequel je m'exprime sur cet aventurier extraordinaire, vous devez avoir certainement perdu de cette simplicité
qui était autrefois votre charme caractéristique. Cependant, si vous le voulez, souriez de la chaleur de mes expressions, tandis que j'ai tous les jours de nouveaux sujets de les répéter. 19 août 1700. L'étranger me dit hier, vous pouvez voir facilement, capitaine Walton, que j'ai éprouvé de grands et incomparables malheurs. J'étais décidé d'abord à ensevelir avec moi le souvenir de ces mots, mais vous avez changé ma résolution. Vous cherchez les connaissances et la sagesse. Moi aussi, j'ai cherché ces biens. J'espère avec ardeur que l'accomplissement de vos vœux ne deviendra pas pour vous, comme pour moi, une cause de douleur. Je ne sais si l'histoire de mes infortunes vous sera utile, mais si vous le désirez, je vous en ferai le récit. Je crois que les événements étranges qui se lient à ma destinée vous feront envisager la nature sous un point de vue apte à agrandir vos facultés et votre intelligence. Vous entendrez parler de puissance et d'aventure que vous êtes habitué à croire impossible. Mais je ne doute pas que mon histoire ne porte avec elle l'évidence de la vérité des événements qui la composent. Vous devez concevoir facilement que je fus enchantée d'une œuvre de ce genre. Cependant, je craignais qu'il ne renouvelât sa douleur par le récit de ses infortunes. Je sentis le plus vif empressement d'entendre l'histoire qu'il m'avait promise, tant pour satisfaire ma curiosité que par un grand désir d'améliorer son sort. S'il était en mon pouvoir, je lui exprimais ses sentiments dans ma réponse. « Je vous remercie, répliqua-t-il, de votre bonne volonté, mais elle est inutile. Ma destinée est presque accomplie. Je n'attends plus qu'une chose, et alors je reposerai en paix. » « Je vous comprends, continua-t-il en s'apercevant que je voulais l'interrompre, mais vous vous trompez, mon ami, si vous me permettez de vous appeler ainsi. Rien ne peut changer ma destinée. Écoutez mon histoire et vous verrez qu'elle est irrévocablement fixée. Il me dit alors qu'il commencerait le lendemain son récit lorsque j'en aurais le temps. Cette promesse me fit faire de profondes réflexions et j'ai résolu de consacrer mes loisirs du soir à écrire ce qu'il m'aura raconté pendant le jour, en rapportant, autant que possible, ses propres expressions. Si je n'en ai pas le temps, je prendrai du moins des notes. Ce manuscrit vous fera sans doute le plus grand plaisir, mais pour moi, qui le connais et qui apprendrai cela de sa bouche, avec quel intérêt et quelle émotion je le relirai un jour. Chapitre 1er. Je suis née à Genève et ma famille est une des plus considérables de cette république. Mes ancêtres avaient été, depuis bon nombre d'années, conseillers et syndics, et mon père avait rempli des fonctions publiques avec honneur et distinction. Il était respecté de tous ceux qui le connaissaient, à cause de son intégrité et de son application infatigable à veiller aux intérêts de l'État. Il passa les années de sa jeunesse continuellement occupé des affaires de son pays, et il n'attendit pas le déclin de sa vie pour penser à se marier et à laisser à l'État des fils qui puissent transmettre à la postérité ses vertus et son nom. Comme les circonstances de son mariage font honneur à son caractère, je ne puis m'empêcher de les rapporter. Il comptait parmi ses plus intimes amis un négociant qui, d'un état brillant, tomba dans la pauvreté, après toutes sortes de malheurs. Cet homme, qui se nommait Beaufort, était d'un caractère orgueilleux et facile à se décourager. Il ne put soutenir l'idée de vivre pauvre et oublié dans le même pays où il avait brillé par son rang et sa magnificence. Ayant donc payé ses dettes de la manière la plus honorable, il se retira avec sa fille dans la ville de Lucerne, où il vécut inconnu et malheureux. Mon père aimait Beaufort de l'amitié la plus vraie,
et il fut profondément affligé d'une retraite à laquelle des circonstances malheureuses avaient donné lieu et qui le privait d'une société qui lui était chère. Il résolut d'aller le chercher et de l'engager à recommencer le commerce en profitant de son crédit et de son assistance. Beaufort avait pris toutes les mesures pour se cacher. Ce ne fut qu'au bout de 10 mois que mon père découvrit sa demeure. Charmé de cette découverte, il se rend à sa maison qui était située dans une petite rue près de la Rose. Mais lorsqu'il entra, il eut sous les yeux le spectacle de la misère et du désespoir. Beaufort avait sauvé des restes de sa fortune une très petite somme d'argent, suffisante toutefois pour le soutenir pendant quelques mois. Il espérait alors obtenir un emploi respectable dans la maison d'un négociant. En attendant, il n'avait pas d'occupation et, se livrant dans son loisir aux plus tristes pensées, il fut en proie au chagrin le plus profond et le plus cruel. Et tellement accablé d'esprit que 3 mois plus tard, il fut sur un lit de douleur, incapable d'aucun mouvement. Sa fille le soignait avec la tendresse la plus touchante, mais elle voyait avec douleur que leur petite somme diminuait rapidement et qu'il n'avait plus d'autres ressources. Caroline Beaufort avait une âme d'une trempe peu commune, et elle s'arma de courage pour se soutenir dans son adversité. Elle se procura une occupation honnête, tressa de la paille et, par différents moyens, tâcha de gagner de quoi subvenir aux premiers besoins de la vie. Plusieurs mois se passèrent ainsi. Son père devint plus mal. Son temps était plus occupé à le soigner. Ses moyens de subsistance diminuaient et, en 10 mois, son père mourut dans ses bras, la laissant orpheline et sans ressources. Ce dernier coup l'accabla, et elle était à genoux devant le cercueil de Beaufort, pleurant à chaudes larmes, lorsque mon père entra dans la chambre. Il arriva comme un ange protecteur pour cette pauvre jeune fille qui se confia à ses soins. Après l'enterrement de son amie, il la conduisit à Genève et la confia à une de ses parentes. 2 ans après cet événement, Caroline devint sa femme. Lorsque mon père fut devenu époux et père, il se trouva tellement occupé par les devoirs de sa nouvelle position qu'il abandonna plusieurs de ses fonctions publiques pour se vouer à l'éducation de ses enfants. J'étais l'aîné et je devais lui succéder dans tous ses travaux et dans ses fonctions. Personne n'eut de plus tendres parents que les miens. Mon éducation et ma santé étaient l'objet de leur sollicitude continuelle, et d'une sollicitude d'autant plus vive que pendant plusieurs années je fus leur unique enfant. Mais, avant de continuer mon récit, je dois rapporter un événement qui eut lieu lorsque j'étais âgée de 4 ans. Mon père avait une sœur qu'il aimait tendrement et qui avait épousé très jeune un gentilhomme italien. Peu de temps après son mariage, elle avait accompagné son mari dans son pays et, depuis quelques années, mon père n'avait eu que très peu de rapport avec elle. Elle mourut vers l'époque dont j'ai parlé et, peu de mois après, il reçut une lettre de son mari. Celui-ci lui faisait part de son intention d'épouser une Italienne et priait mon père de se charger de sa fille Élisabeth, seul enfant qu'il eut de sa sœur. « Je désire, dit-il, que vous la considériez comme votre propre fille et que vous l'éleviez de même. La fortune de sa mère lui est assurée, et je vous en remettrai les titres. Réfléchissez à cette proposition et choisissez si vous voulez que votre nièce soit élevée par vous-même ou par une belle-mère. » Mon père n'hésita pas et alla aussitôt en Italie pour accompagner la petite Élisabeth dans sa nouvelle demeure. J'ai souvent entendu dire à ma mère qu'elle était alors le plus bel enfant qu'elle eût jamais vu et qu'elle montrait même un caractère doux et aimant. Ces dispositions et le désir de resserrer aussi étroitement que possible les nœuds de l'amour domestique déterminèrent ma mère à regarder Élisabeth comme ma femme future, projet dont elle n'eut jamais à se repentir. Dès lors,
Elisabeth Lavenza devint ma compagne de jeu et, lorsque nous avançâmes en âge, elle fut mon amie. Elle était douée d'un excellent naturel, aussi gai et aussi folâtre qu'un papillon. Quoiqu'elle fût vive et animée, ses sensations étaient fortes et profondes, son caractère prodigieusement aimant. Personne ne savait mieux qu'elle jouir de sa liberté. Personne aussi ne se soumettait avec plus de grâce à la nécessité et au caprice. Son imagination était brillante, quoiqu'elle fût capable d'une grande application. Ses traits étaient l'image de son âme. Ses yeux bruns, quoique aussi vifs que ceux d'un oiseau, avaient une douceur attrayante. Sa figure était éveillée et animée. Capable de supporter une grande fatigue, elle avait l'air de la femme la plus délicate du monde. Plein d'admiration pour son intelligence et son esprit, j'aimais à la suivre comme j'aurais pu le faire pour un animal favori et je n'ai jamais vu tant de charme dans la personne et dans l'esprit unis à si peu de prétention. Tout le monde adorait Elisabeth. Si les domestiques avaient quelque chose à solliciter, c'était toujours par son intercession. Nous étions étrangers à toute espèce de désunion et de dispute. Il existait, il est vrai, une grande différence dans nos caractères, mais il y avait de l'harmonie jusque dans cette opposition. J'étais plus calme et plus réfléchie que ma compagne, cependant mon caractère n'était pas aussi doux. Mon application durait plus longtemps, mais elle était moins opiniâtre. J'aimais rechercher les faits qui ont rapport au monde physique. Elle se plaisait à suivre les inspirations hardies des poètes. Le monde était pour moi un secret que je désirais pénétrer. Pour elle, c'était un vide qu'elle cherchait à peupler d'êtres de sa propre imagination. Mes frères étaient bien plus jeunes que moi, mais j'avais dans un de mes condisciples un ami dont l'âge répondait au mien. Henri Clerval était fils d'un négociant de Genève, intime ami de mon père. C'était un enfant d'un talent et d'une imagination extraordinaire. Je me souviens qu'à l'âge de 9 ans, il composa un conte de fées qui faisait les délices et l'étonnement de tous ses camarades. Son étude favorite était celle des romans et des livres de chevalerie et, lorsque nous étions fort jeunes, je me rappelle que nous jouions des pièces qu'il composait lui-même d'après ses livres, dont les principaux personnages étaient Roland, Robin des Bois, Amadis et Saint-Georges. Personne n'a pu passer une jeunesse plus heureuse que la mienne. Mes parents étaient indulgents et mes camarades aimables. Nos études n'étaient jamais forcées et par quelques moyens nous avions toujours devant nous un but qui nous excitait à les poursuivre avec ardeur. Ce fut de cette manière, et non par l'émulation, que nous prîmes goût au travail. Ce n'était pas la crainte d'être surpassé par ses compagnes qui excitait Elisabeth à s'appliquer au dessin, mais le désir qu'elle avait de plaire à sa tante en lui mettant sous les yeux quelques jolis paysages qu'elle avait faits elle-même. Nous apprîmes le latin et l'anglais afin de pouvoir lire les auteurs de ces deux langues et, au lieu de nous rendre l'étude odieuse par les punitions, nous ne cessions d'aimer l'application. Nos distractions eussent été des travaux pour d'autres enfants. Peut-être n'avons-nous pas lu autant de livres ou n'avons-nous pas appris les langues aussi promptement que si l'on nous les avait enseignées d'après les méthodes ordinaires, mais ce que nous avons appris nous est resté plus profondément gravé dans la mémoire. Je place Henri Clerval dans la description de notre cercle domestique car il était constamment avec nous. Il allait à l'école avec moi et passait chez nous presque tous les après-midi. Son père, qui n'avait que ce fils, était bien aise qu'il trouvât dans notre maison les camarades qu'il ne pouvait lui donner chez lui. Aussi nous n'étions jamais tout à fait heureux lorsque Clerval était absent. J'ai du plaisir à m'arrêter sur les souvenirs de mon enfance, avant que le malheur n'eût atteint mon esprit et changé ses idées lumineuses sur l'utilité générale en des réflexions sur moi-même, profondes et rétrécies. Mais, en traçant le tableau de mes jeunes années,
je ne dois pas omettre ces événements qui me conduisirent insensiblement au dernier degré du malheur. Car lorsque je me rends compte de la naissance de cette passion qui régla ensuite ma destinée, je la vois sortir de sources impures et presque oubliées, comme un fleuve qui sort des flancs d'une montagne. Mais, en croissant insensiblement, elle est devenue le torrent qui, dans sa course, a détruit toutes mes espérances et mon bonheur. La philosophie naturelle est le génie qui a réglé ma destinée. Je désire donc, dans ce récit, établir les faits qui m'ont inspiré une prédilection pour cette science. J'avais 13 ans lorsque nous fîmes tous une partie de plaisir au bain près de Thonon. Le mauvais temps nous obligea de rester toute une journée renfermés dans l'auberge et le hasard fit tomber entre mes mains, dans cette maison, un volume des œuvres de Cornelius Agrippa. Je l'ouvris avec indifférence. La théorie qu'il cherche à démontrer et les faits étonnants qu'il rapporte changèrent bientôt ce sentiment en enthousiasme. Une nouvelle lumière sembla éclairer mon esprit. Je bondis de joie et fis part de ma découverte à mon père. Je ne puis m'empêcher de faire remarquer ici les nombreuses occasions qu'ont les instituteurs pour diriger les idées de leurs élèves vers des connaissances utiles et qu'ils négligent entièrement. Mon père regarda avec indifférence le titre de mon livre et dit « Ah, Cornelius Agrippa, mon cher Victor, ne perdez pas votre temps là-dessus, c'est une triste occupation. » Si, au lieu de cette remarque, mon père eut pris la peine de m'expliquer que les principes d'Agrippa avaient été tout à fait rejetés, qu'on avait introduit un nouveau système de science basé sur des raisonnements plus puissants que l'ancien, parce que ceci était chimérique, tandis que les autres étaient réels et mis en usage. Oh, alors j'aurais certainement jeté Agrippa de côté et, avec une imagination échauffée comme la mienne, je me serais probablement appliquée à la théorie d'alchimie, la plus raisonnable qui eût résulté des découvertes modernes. Il est même possible que le cours de mes idées n'eusse jamais reçu la funeste impulsion qui m'a conduit à ma perte. Mais le mépris vague que mon père avait montré pour mon livre ne me prouvait nullement qu'il connût ce qu'il contenait, et je continuais de le lire avec la plus grande avidité. Lorsque je fus de retour à la maison, mon premier soin fut de me procurer tous les ouvrages de cet auteur, et ensuite ceux de Paracelse et du grand Albert. Je lus et j'étudiai avec délice les rêves ténébreux de ces écrivains. Ils me parurent des trésors connus à peu d'autres personnes que moi, et quoique je désirasse souvent faire connaître à mon père ces secrètes profondeurs de la science, j'étais toujours retenue par la critique indéterminée qu'il avait faite de mon auteur favori. J'appris ma découverte à Élisabeth sous le sceau du secret le plus strict, mais elle ne prenait pas d'intérêt à mon travail et elle me laissait poursuivre seule mes études. Il peut sembler très étrange de voir dans le XVIIIe siècle un disciple du grand Albert, mais notre famille n'était pas scientifique, je n'avais pas suivi les lectures recommandées aux écoles de Genève. Mes rêves n'étaient donc pas troublés par la réalité, et je me livrais avec ardeur à la recherche de la pierre philosophale et de l'élixir de vie. Ce dernier objet obtint toute mon application. Je le préférais à la richesse. Quelle gloire suivrait ma découverte si je réussissais à chasser la maladie du corps humain et à ne rendre l'homme accessible qu'à une mort violente. Mes idées ne se bornèrent pas là. L'apparition des esprits et des démons était généreusement promise par mes auteurs favoris. Je cherchais avec ardeur l'accomplissement de cette promesse et, si mes enchantements restaient toujours sans succès, j'en attribuais la faute plutôt à mon inexpérience et à mon ignorance qu'à un défaut d'habileté ou de bonne foi dans mes maîtres. Les phénomènes de la nature qui s'offrent tous les jours à nos yeux n'échappèrent pas à mes recherches. La circulation et les effets surprenants de la respiration, dont mes autorités ignoraient entièrement la cause, excitèrent mon étonnement. Mais ce qui m'étonna le plus, ce furent quelques expériences d'une pompe d'air que je vis employée par une personne que nous avions l'habitude de voir.
L'ignorance des anciens philosophes sur ces points et sur d'autres servit à leur faire perdre leur crédit auprès de moi, mais je ne pouvais les quitter entièrement avant qu'un autre système ne les eût remplacés dans mon esprit. À l'âge de 15 ans environ, nous nous trouvions dans notre maison, auprès de Bellerive, quand vint à éclater l'orage le plus violent et le plus terrible. Il s'avançait de l'autre côté des montagnes du Jura et il s'annonçait par les éclats du tonnerre qui retentissaient de toutes parts avec un fracas effrayant. Je restais, tant que l'orage dura, à observer ses progrès avec curiosité et plaisir. Pendant que je me tenais à la porte, je vis tout à coup une traînée de feu sortir d'un chêne antique et élevé qui était à peu près à 20 pas de notre maison. Et à peine la lumière cessa de briller que le chêne disparut, et il ne restait plus qu'un tronc en ruine. Le lendemain matin, nous allâmes le voir. L'arbre avait été singulièrement brisé. Il n'était pas fendu par le choc, mais entièrement réduit en petits éclats de bois. Je n'ai jamais rien vu qui fût si complètement détruit. La ruine de cet arbre fut pour moi l'objet d'un vif étonnement. Je questionnai avec empressement mon père sur la nature et l'origine du tonnerre et des éclairs. L'électricité, répondit-il en décrivant en même temps les différents effets de cette force. Il construisit une petite machine électrique et me fit quelques expériences. Il fit aussi un cerf-volant avec des cordes et un fil de métal qui attiraient des nuages de fluide électrique. Ce dernier trait acheva de renverser Cornelius Agrippa, le grand Albert et Paracels, qui avait si longtemps régné en maître dans mon imagination. Mais, par quelque fatalité, je ne me sentis pas portée à commencer l'étude d'un système moderne. Et ce dégoût eut pour cause la circonstance suivante. Mon père avait témoigné le désir que je suivisse des leçons sur la philosophie naturelle, et j'y avais consenti avec plaisir. Un accident m'empêcha de suivre ces cours jusqu'à la fin. La dernière que je pris était tout à fait inintelligible pour moi. Le professeur discourait avec la plus grande abondance sur le potassium et le bore, les sulfates et les oxydes, termes auxquels je ne pouvais appliquer d'idée. Je pris en dégoût la science de la philosophie naturelle, quoique je lusse encore avec plaisir Pline et Buffon, auteurs qui, suivant moi, étaient d'un intérêt et d'une utilité à peu près semblables. Mes occupations à cette époque étaient principalement les mathématiques et la plupart des branches d'études qui appartiennent à cette science. Je m'occupais aussi beaucoup à apprendre les langues. Le latin m'était déjà familier. Je commençai à lire quelques-uns des auteurs grecs les plus faciles sans le secours d'un lexicon. Je comprenais parfaitement aussi l'anglais et l'allemand. Voilà la nomenclature de ce que je savais près de l'âge de 17 ans. Et vous devez penser que mes moments étaient entièrement occupés pour acquérir et conserver la connaissance de ces différentes littératures. J'eus aussi une autre tâche à remplir. Je devins l'instituteur de mes frères. Ernest était de 6 ans plus jeune que moi et mon principal élève. Il avait eu une mauvaise santé dans son enfance, pendant laquelle Elisabeth et moi avions eu pour lui des soins assidus. Son caractère était doux, mais il était incapable de toute application sérieuse. Guillaume, le plus jeune de la famille, était encore enfant et c'était le plus beau petit drôle du monde. Ses yeux bleus et vifs, ses joues ornées de 2 fossettes et ses manières caressantes inspiraient la plus tendre affection. Tel était notre cercle domestique, dont les soucis et les chagrins semblaient bannis pour toujours. Mon père dirigeait nos études et ma mère partageait nos plaisirs. Aucun de nous n'avait la plus légère supériorité sur l'autre, nous ne connaissions pas la voie du commandement, mais une affection mutuelle nous portait à condescendre et à obéir au moindre désir de chacun. Et c'est la fin du premier chapitre de Frankenstein de Mary Shelley. Je
de chanter une petite chanson, mais là, comme ça, je n'en ai pas en tête. Ou alors uniquement les Demoiselles de Rochefort. Tous les Demoiselles de Rochefort. Mais là, comme ça, non, j'ai pas envie de chanter ça. Donc je vais me contenter de vous souhaiter une très belle nuit et de faire de très beaux rêves. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci.